si tú no me quieres ya. El amor que ya pasado no se debe recordar. Sí, Ramón. Fui la ilusión de tu vida. ¡Gol! Hoy represento el pasado. France Télécom, partenaire du plus beau terrain d'entente. Si tu vas chez Esso, suffit de gratter pour gagner des voyages. Cet été chez Esso, gagnez plein de voyages. Zone Interdite vous emmène découvrir la vie dans un service d'urgence, celui de l'hôpital d'Orléans. Olivier est médecin, il a 32 ans, il passe plus de 80 heures par semaine aux urgences. Les urgences, il a toujours rêvé d'y travailler. Il y a des grands moments de bonheur quand on sauve une vie, bien sûr, mais ça ne nous arrive pas tous les jours. Chantal est infirmière, 13 ans d'expérience aux urgences, c'est la référence du service. Il y en a qu'on arrive à sauver, on est vachement content, on se dit ouais chouette, on a réussi. Karine, elle aussi est infirmière. Jeune diplômée, elle débute sa vie professionnelle dans l'un des services les plus durs de l'hôpital. Ici, chaque jour est différent. Quand on arrive, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Luigi a 22 ans. Il est ambulancier en formation. Pour lui, les urgences sont encore un monde mystérieux, mais déjà plein d'enseignements. Au cœur des urgences, c'est mardi dans Zone Interdite. Présenté par Florence Daucher, Zone Interdite, mardi à 20h50. Avec Epson. Plutôt plume ou plutôt cuir? Sortez le grand jeu. M6 vous invite à la partie la plus délirante de l'Ouest américain. DJ d'enfer, drag queens, go-go dancer et disco rodéo. Ça va chauffer au pays des coyotes. Lucky Luke, le fou du désert avec Terence Hill, demain à 20h50. Sauvage. Avec Capital, SFR couvre le monde de l'économie. SFR, le monde sans fil est à vous. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Bria Savarin. Bonsoir, premier numéro d'été de Capital. Nous nous retrouverons chaque dimanche soir à 20h50 au mois de juillet et au mois d'août pour vous permettre de voir ou de revoir les reportages marquants diffusés cette saison. L'été, les vacances, c'est souvent un moment privilégié pour faire ses courses, aller sur les marchés, préparer de bons repas et profiter de la bonne chair entre amis ou en famille. Notre alimentation d'ailleurs a beaucoup changé ces 20 dernières années. Savons-nous toujours ce que nous mangeons ou ce que nous buvons? Que cachent les étiquettes des produits que nous achetons et que nous consommons? Réponse ce soir dans Capital. De l'eau dans le jambon, du soja dans le steak, les produits alimentaires ne sont pas toujours ce que nous croyons. Que cachent les étiquettes? 7 poulets sur 10 sont industriels. Quelle différence avec les poulets à label? Les écarts de prix sont-ils justifiés? Appellation d'origine contrôlée. Que signifient ces mots sur une bouteille? Est-ce un gage de qualité? Comment choisir un bon vin? La tomate, nous en mangeons 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Son goût a-t-il été sacrifié aux méthodes intensives de production? Filet d'autruche, steak haché de poisson, quelle recette nous préparent les industriels de l'alimentation dans le secret des laboratoires? Et avec nous ce soir pour commenter ces reportages, Bernard Loiseau, propriétaire du célèbre restaurant La Côte d'Or à Saulieu, 3 étoiles au guide Michelin, l'un de nos très grands chefs. Bernard Loiseau, bonsoir. Bonsoir. Alors je vous prie de m'excuser parce que cette extinction de voix relative est due au fait d'avoir trop supporté l'équipe de France de football pendant la Coupe du Monde. Je sais que vous êtes très bien. Je sais que vous êtes un grand amateur de foot et vous avez gardé, vous, votre voix. Donc merci d'être avec nous. Vous aimez à vous définir souvent comme étant à la fois dans la haute couture, la très grande cuisine et le prêt-à-porter, puisque vous travaillez aussi pour les industries agroalimentaires, pour les marques de grande consommation. C'est un choix délibéré de travailler aussi pour ces marques? Ah bien sûr, c'est un choix délibéré, mais aussi en tout, ça se mérite aussi pour pouvoir avoir droit à rentrer dans l'agroalimentaire. Donc par tout le travail que j'ai fait depuis 23 ans, ils m'ont sollicité parce que si vous préférez aujourd'hui, on recherche le goût des produits de qualité. Donc l'agroalimentaire fait des efforts considérables et donc aujourd'hui je suis très fier de travailler pour eux et apporter mon palais, toute ma sensibilité que j'ai dans cette cuisine. Alors c'est une industrie que l'on ne connaît pas toujours très bien. D'ailleurs on peut être parfois surpris quand on regarde la composition des produits que nous achetons dans les
les hypermarchés. Nous allons d'ailleurs aller maintenant dans les rayons d'hypermarchés. Et pour qui sait lire les étiquettes et la composition des produits, il y a des choses tout à fait étranges. On découvre par exemple qu'il y a de la crème chantilly sans crème ou des algues rouges dans le jambon. Alors pourquoi n'utilise-t-on plus les arômes naturels? Comment fabrique-t-on de nouvelles saveurs? C'est un reportage de Mathieu Schwartz. Bon, on va aller un petit peu, je pense, dans le rayon des desserts. Je pense que c'est intéressant. Je vais essayer de vous en parler un petit peu. François Chardon, ingénieur agroalimentaire. Petit tour dans les rayons pour comprendre ce qui se cache derrière les étiquettes. Alors, E412B, non barbare. En fait, je pourrais même vous dire ester lactique de monoglycéride d'acide gras alimentaire. Bah oui, du moment que c'est mangeable. Bon, c'est un blanc de poulet. Est-ce que vous avez déjà vu des cuisses de poulet qui permettent d'avoir ça? Non. À la fabrication, non, on n'en sait rien. Non, on achète plutôt par habitude et puis par goût. Celui-là, je voulais vous le montrer parce que celui-là est particulièrement intéressant. On a reconstitué des morceaux de fromage bleu de manière complètement industrielle. J'ai l'impression que quel que soit le produit, de toute façon, il y a conservateurs, il y a acidulants, il y a stabilisants, il y a antioxydants, il y a... Enfin, j'ai l'impression que vous avez tout un mélange de... Aujourd'hui, plus des 2/3 de nos aliments sortent de l'usine. Des produits de plus en plus sûrs, mais de plus en plus compliqués. Que contiennent-ils vraiment? Ce spécialiste des ingrédients nous a aidé à y voir plus clair. Première information sur l'emballage. L'ordre des ingrédients a une importance. Avant d'acheter moins cher, il vaut mieux comparer la composition des produits. Démonstration avec une boîte de cassoulet premier prix. Les saucisses, d'abord, on en met moins. Je ne sais pas si on déclare ici les quantités, mais enfin, il est clair qu'on voit apparaître en premier 400 grammes de haricots. En deuxième, on voit apparaître la sauce, alors que là, en deuxième, on voit apparaître les saucisses. Donc la sauce, c'est de l'eau épaissie. Parce que l'ordre des ingrédients a une importance sur une boîte? Ah, tout à fait, on est obligé de déclarer dans l'ordre décroissant. Dans le cassoulet bas de gamme, la saucisse n'est donc placée qu'en 3e position. On a mis plus de sauce pour fabriquer un produit moins cher. Dans la composition, il y a parfois quelques surprises. Pour faire une vinaigrette, vous mettez de l'huile, du vinaigre et des épices. Les industriels ont trouvé autre chose. Voilà, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Eh bien, le principal constituant de l'eau. Bon, à la maison, on ne met pas d'eau dans sa vinaigrette. Là, industriellement, on en met. Ça permet d'avoir un produit qui se tient mieux, puisqu'on fait une émulsion. Et puis, ça permet d'avoir un produit moins riche en calories. Ça remplace quoi? L'eau remplace l'huile. Il y a de l'huile quand même? Il y a quand même de l'huile, mais il vient en deuxième place. Et ici, on nous dit qu'il y a 30% d'huile de tournesol. Il y a donc encore plus d'eau, puisque c'est le premier ingrédient de la liste. Autre surprise au rayon steak haché surgelé. Celui-là, c'est du 100% pur bœuf. Mais ce n'est pas le cas pour tous les steaks. Cet extra moelleux coûte moins cher, mais il n'y a que 80% de viande. Le reste, c'est essentiellement du soja. Quant au hamburger, c'est encore moins cher, mais la viande y est à peine majoritaire, seulement 51% de bœuf. Monsieur le chef de secteur, les olives, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'indiquer le rayon des olives? Là-bas? Alors, les olives. J'espère qu'on va trouver des olives avec des petits morceaux de poivron. Pâte de poivron. Ça y est, je suis content, on a trouvé. Alors, dans les olives fourrées, vous croyez manger des morceaux de poivron? C'est en fait du poivron reconstitué. L'avantage, c'est que c'est moins cher et beaucoup plus facile à découper en usine. C'est une bande qui sort, qui est découpée par des couteaux dans cet axe, puis des couteaux comme cela, et on a toujours des morceaux de la même taille. Dans cette pâte, il n'y a en fait que 20% de poivron. Le reste, c'est essentiellement de l'eau, retenue grâce à un ingrédient miracle, le carragénane. Nous avons trouvé ce même ingrédient dans tous les produits réunis sur cette table. Il est parfois présenté sous son nom, et parfois sous son nom de code, E407. Les côtes normandes, à quelques kilomètres de 40 ans. C'est ici que l'on fabrique le E407, ou plutôt c'est ici qu'on le ramasse lors des grandes marées. Le carragénane, c'est en fait de la poudre d'algues rouges. À 15 km de la mer, la société SBI, une multinationale spécialisée dans les ingrédients pour l'alimentation, la seule usine française de carragénane. Ça, c'est la Chondrus crispus, l'algue qui est ramassée en Normandie. Mais SBI en importe aussi de Malaisie ou des Philippines. Elle se négocie de 5 à 9 000 francs la tonne en fonction de la demande et de la variété. Utiliser des algues comme gélifiant, le procédé était déjà connu au siècle dernier par les cuisinières bretonnes qui en jetaient une poignée dans le lait chaud pour faire du flan. Aujourd'hui, on ne garde que le squelette de l'algue. Voici une cargaison arrivée ce matin du Chili. Avec 1 tonne d'algues, on va faire 250 kg de carragénane.
Les algues sont broyées, chauffées et filtrées à plusieurs reprises pour enlever le sel marin et toutes les impuretés. Au bout de 8 heures, ce ne sont déjà plus que ces galettes sèches. Au bout de 30 heures, c'est de la poudre, vendue environ 60 francs le kilo. Les fabricants de yaourts ou de crème dessert l'utiliseront en toute petite quantité. Alors voilà, vous avez devant vous un carragénane ou plus précisément un extrait d'algues marines. Dans un produit fini, il y en a quel pourcentage à peu près? C'est toujours inférieur à 1%. Inférieur à 1%. Ouais. Quels sont les principaux clients de l'usine? Silence radio. Les industriels n'aiment pas révéler les secrets de fabrication de leurs produits. Les carragénanes sont en tous les cas très présents dans les desserts. Ils permettent de tenir un flan ou d'éliminer les cristaux dans une glace. Ils fonctionnent comme des éponges. Ils retiennent de l'air ou de l'eau, ce qui modifie la consistance du produit. L'usine teste sans cesse son ingrédient sur de nouvelles recettes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette poudre? Poudre de lait, sucre et cacao. Et carragénane. Ici, on travaille sur un chocolat liégeois. Cet appareil reproduit en miniature la fabrication en usine. Une fois le liégeois terminé, on contrôle sa viscosité. Si on met trop de carragénane, le liégeois sera caoutchouteux. Si on n'en met pas assez, le chocolat se mélangera avec la chantilly. Et ça n'est pas envisageable pour un fabricant. Quand vous achetez un produit comme ça, vous aimez bien voir la différence entre la partie blanche au-dessus et puis la partie cacao qui se trouve en dessous. Plus surprenant, nous avons trouvé des carragénanes dans du jambon. Le E407 fait en effet partie des produits qui peuvent retenir le jus de cuisson pour faire un jambon plus moelleux, mais aussi artificiellement plus lourd. Autrement dit, quand vous achetez une tranche de jambon bas de gamme, une partie de la viande est souvent gonflée par de l'eau. Donner de la texture, c'est bien, mais il faut aussi donner du goût. C'est le créneau des arômes, on en trouve à tous les rayons, dans les sauces, les jus, les gâteaux, les yaourts. Et sauf lorsque c'est précisé, ce ne sont jamais des arômes naturels. Si vous voulez faire des arômes naturels, vous allez extraire ça des fruits. Donc les fruits que vous en faites, vous les jetez. Donc il y a un coût très important au niveau de la conception. Il s'est avéré beaucoup plus simple et bien meilleur marché d'étudier chimiquement la composition de ces arômes naturels et puis de les reproduire en usine. Alors qu'est-ce que ça sent là? Ah, c'est difficilement définissable, hein. C'est pas... Je n'y arrive pas. Comment? Tu dois avoir l'habitude, non? Ah oui, mais je n'y arrive pas. Ah, c'est fugace, c'est parti. Ici, ça sent toujours quelque chose. Nous sommes chez IFF, près de Dijon, une société américaine, le numéro 1 mondial des arômes. L'usine peut fabriquer à peu près n'importe quel parfum commandé par un client. Elle dispose de milliers de petites fioles, des préparations chimiques pour la plupart. Ce sont les ingrédients de base d'un arôme. À chaque commande, le préparateur compose la recette mise au point par les aromaticiens. Je vais vous faire sentir, vous voyez, puis après vous allez me dire avec quoi c'est tiré. De quoi ça vous rappelle? Allez, on va demander un peu d'aide à monsieur le directeur technique. La violette. C'est l'ingrédient qui donne l'arôme caractéristique de la violette. C'est de la violette alors? De la violette. C'est pas de la violette. C'est l'alpha-ionone. Qui ressemble à la violette. Voilà. Mélangé à d'autres ingrédients. Dans quoi est-ce que vous mettez de la violette? Dans la framboise, par exemple. La fraise, qui c'est qui fabriquait la fraise tout à l'heure? Ah ben c'est là. Alors on vous l'apprend. Donc ça c'est une fraise qui comporte 74 ingrédients. C'est compliqué une fraise quand même, hein? Oui, une fraise c'est compliqué, oui. D'autant plus que dans cette formule, il y a des sous-formules qui elles-mêmes peuvent comporter plusieurs constituants. C'est compliqué, mais cela ne représente que 2 centimes dans le prix de fabrication d'un yaourt, par exemple. Avec un arôme naturel, ce serait 3 fois plus cher. Pourtant, dans cette usine, il y a aussi des vrais fruits. Mais ce n'est pas pour fabriquer des arômes, au contraire. Voici de l'ananas. Un fabricant de yaourt veut l'intégrer dans un de ses produits. Mais avant cela, il faut renforcer artificiellement son goût. Pourquoi est-ce que le client ne met pas son ananas directement dans son yaourt? Et uniquement l'ananas? Uniquement l'ananas. Ben parce que l'impact du point de vue gustatif ne serait pas suffisant. Il faut un apport d'arôme de façon à augmenter l'impact aromatique. Si on met juste des fruits dans un yaourt, on n'a pas suffisamment de goût? C'est comme si non, pas suffisamment de goût. Les procédés de conservation détruisent les qualités sensorielles des fruits.
Du coup, le fait d'aromatiser la préparation, ça permet de le rétablir en quelque sorte. Pour obtenir le même résultat sans arôme, il faudrait mettre au moins 50% de fruits. C'est beaucoup plus cher et cela pose des problèmes de stabilité et de conservation au yaourt. Dans l'usine, on va donc aromatiser directement les fruits. Ici, c'est de la rhubarbe. Et voici l'arôme industriel de rhubarbe. Des texturants pour retenir l'eau, des arômes pour donner du goût. L'objectif est toujours le même, produire moins cher. Aujourd'hui, certains produits sont même complètement remplacés par des substituts. C'est le cas de la chantilly dans ce liégeois. Ne vous fatiguez pas à chercher la crème, il n'y en a pas. Là, on n'a plus du tout de matière grasse animale, c'est-à-dire ni beurre ni crème. On a remplacé par une matière grasse végétale, c'est de l'huile de coco, hein, c'est tout bête. Il ne vaut qu'un franc 25, c'est impossible de faire un produit à ce prix-là avec des ingrédients nobles, ça n'est pas possible. Avant la crème sans crème, vous aviez déjà repéré la margarine comme substitut du beurre. Aujourd'hui, on vous conseille de surveiller le rayon fromage râpé. Collonges-la-Madeleine, un petit village de Bourgogne. À l'abri des regards indiscrets, une ancienne fromagerie travaille sur un produit qui fait hurler les fromagers. Ça a la couleur du fromage, la texture du fromage, ça a même l'odeur du fromage grâce à un arôme industriel, mais c'est en fait un substitut fabriqué avec de l'huile de tournesol. Depuis 7 ans, Jean-Jacques Dominici, fabricant d'emmental, a investi 10 millions de francs pour mettre au point ce produit. Pourquoi ? Parce qu'il est persuadé que demain, le lait, élément de base du fromage, sera de plus en plus rare et de plus en plus cher. Mon idée était de trouver un produit qui ne dépende pas directement du lait. C'est le premier point. Et le deuxième point, un produit qui, lui, soit d'un prix de revient plus bas. Le fait de remplacer dans le fromage, ou l'emmental, ou n'importe quel fromage, la matière grasse animale par la matière grasse végétale, diminue d'autant le prix, puisque en gros, la matière grasse animale vaut 5 fois plus cher que la matière grasse végétale. Cette usine pilote fabrique déjà 400 kg par heure de ce qui s'appelle officiellement une spécialité à cuisiner. Ce râpé est vendu 20 à 30% moins cher qu'un sachet de fromage, n'était disponible jusqu'à présent que dans les circuits de gros pour les restaurateurs par exemple. Le consommateur le retrouve sur une pizza, sur un plat cuisiné, au restaurant, il le retrouve un petit peu partout. Mais après le circuit professionnel, Dominici fait son entrée en grande surface. Depuis quelques mois, on peut trouver ce râpé dans quelques hypermarchés. Les sachets sont placés évidemment juste à côté du rayon fromage. Désormais, lorsque vous faites vos courses, un simple coup d'œil ne suffit plus. Si vous voulez vraiment savoir ce que vous mangez, il vaut mieux lire et décoder les étiquettes. Un reportage très surprenant. Vous saviez, Bernard Loiseau, que les premiers ingrédients qui composent les étiquettes sont ceux qui sont les plus importants dans la composition du produit et que cela va par ordre décroissant, vous le saviez ? Non, je ne savais pas, non. Alors, je vais vous poser la question sur les soupes que vous faites, là, les soupes que vous faites, oui. Pour lesquelles vous travaillez. Qu'est-ce qui compose le produit ? Quel est l'ingrédient qui déjà, en premier, pour moi, c'est comme un potage. Hein, et il faut de l'eau et des légumes, quoi. Donc, effectivement, de l'eau d'abord, des légumes ensuite. Ah bon, ça va, je suis sauvé. Voilà, la graisse et de la viande de poule ensuite. Quand vous parliez tout à l'heure en disant que je travaillais pour eux, c'est-à-dire que moi, j'ai fait ma soupe, vous voyez, à Saulieu, avec mes poireaux du jardin, mes carottes de mes paysans merveilleux qui font sans engrais. Et on l'a fait ici avec amour, dans mon 3 étoiles de Saulieu. Après, on part avec notre seau, on le donne à ces gens-là, et eux, ils essayent d'approcher au plus près le goût de cette soupe d'origine. Ça ressemble à quoi une usine à soupe ? Aujourd'hui, 30% des soupes que nous mangeons sont faites de manière industrielle. Ça ressemble à quoi une usine à soupe ? Vous y êtes déjà Alors allé ? donc j'y étais, oui, bien sûr, avec le bonnet, tout, le tablier et tout. Et donc on voit pas grand-chose, quoi. C'est des tuyaux, quoi. Des tuyaux. Voilà. Avec de l'eau et des légumes. Oui. Et puis ça débite fort. Voilà, exactement, parce que vous doutez que ça doit débiter par des centaines de milliers de litres et que donc il en faut des carottes, des poireaux. Ouais. Alors une mayonnaise également. Vous prêtez votre nom à une mayonnaise. Qui est le même groupe, hein, c'est le même groupe. Hein. Voilà. Alors, peu importe. Quel est l'ingrédient qui est le plus utilisé dans la mayonnaise ? Eh bien, normalement, il faut des œufs, il faut de l'huile, il faut de la moutarde, du sel, du poivre et du vinaigre. Voilà. Dans quel ordre ? Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Et celui qui est le plus utilisé, c'est, d'après vous ? Pour là-dedans, l'huile. L'huile, oui, c'est ça. Devant les jaunes d'œufs, le vinaigre et la moutarde de Dijon. Il y a du sucre aussi. Bon, enfin bref, voilà. Et du bêta-carotène, c'est un colorant. Voilà. On met un colorant. Ben, c'est le colorant de la carotte, le bêta-carotène. Hein. Voilà. Vous est-ce que vous pouvez utiliser ces colorants aussi dans votre cuisine ?
à Saulieu. Donc c'est là où il faut bien faire la différence, si vous préférez. C'est que donc Saulieu, c'est quoi? C'est une équipe avec 20 cuisiniers qui sont passionnés par leur métier. C'est la recherche permanente de produits de qualité exceptionnelle. Et puis donc on a nos prix qui sont quand même là, quand même. Dans nos restaurants, on mange aux alentours de 800 francs quand même. Donc faut en donner aux clients pour 800 francs. Oui, donc on est là, on n'a pas d'arôme dans mon restaurant. Pourquoi on pourrait mettre des arômes? Mais non, il n'y a pas d'arôme, pourquoi faire? Parce que là, tout à l'heure, il entendait qui disait que pour l'ananas, il fallait rajouter un peu plus d'arôme d'ananas pour donner au goût de l'ananas. Alors moi, je vais vous dire une chose, quand j'ai des ananas qui sont très mûrs, qui viennent de la Réunion, j'ai pas besoin de mettre d'arôme dedans. Ils sont tellement parfumés qu'il n'y a pas besoin de mettre d'arôme. Vous avez une machine sous vide dans votre restaurant, dans vos cuisines. À quoi sert-elle? Ah, effectivement, j'ai une machine sous vide. Et je vous explique, pour le sous vide, c'est très important. Il y a le sous vide de conservation et le sous vide de cuisson. Alors chez moi, pour l'instant, c'est un sous vide de conservation. Je m'explique. Les belles langoustines magnifiques qu'on achète à Le Guilvinec en petit bateau qui arrive à Saulieu, qu'on a décortiquées, toutes crues, magnifiques, tout ça, immédiatement on les met sous vide. Et pendant 2 jours, parce qu'on est livré toutes les 48 heures, ça n'a pas contact avec la glace, comme ça, elle ne glace pas, vous voyez. Et à partir de là, après, on ouvre le sac, on prend les langoustines, on les assaisonne sel poivre, on les met dans une poêle Téflon non adhésive, bien croustillante dessus. Donc c'est un sous-vide qui permet de les conserver. Voilà, et ça c'est merveilleux parce que le vide se fait, il n'y a pas de bactéries ni rien et ça fait une conservation. Mais attention, le sous-vide a beaucoup de qualités. Prenez par exemple les cuissons lentes, on peut cuire des bas morceaux pendant des heures et des heures et des heures pour obtenir un produit de qualité. Vous avez aussi le sous-vide aussi pour cuire le foie gras. Par exemple, on va cuire le foie gras sous vide, et ben il y a beaucoup moins de pertes qu'en méthode traditionnelle. Voilà, il y a des choses valables, il y a des choses moins valables, quoi. Vous faites de la cuisson sous vide également, c'est-à-dire pour le goût de vos plats, cette mode de cuisson sous vide? Alors par exemple pour le foie gras. Voilà. Ça, le foie gras, c'est fabuleux. Alors aujourd'hui, dans beaucoup de restaurants, on l'avait montré dans une émission de Capital, ça avait beaucoup surpris, il y a de la cuisine sous vide également, c'est-à-dire de la cuisine qui arrive sous vide et qu'on fait réchauffer, etc. Est-ce que ça, bon, ça vous ne le faites pas dans un 3 étoiles, mais est-ce que ça peut être aussi de la cuisine de bonne qualité et pas comparable à celle que vous faites? Eh bien, bien sûr. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis honnêtement, on mange de mieux en mieux dans les avions parce qu'il y a des cuisines centrales avec de la cuisine sous vide. Un banquet républicain de 1000 personnes, eh ben, je peux vous dire une chose, qu'il vaut mieux l'avoir préparé à l'avance et l'avoir sous vide sur place, parce que s'il fallait que je cuise les 1000 petits steaks, croyez-moi que c'est de poulet, croyez-moi que sous vide c'est beaucoup mieux. Donc, il y a des moments, des endroits où le sous vide est extrêmement valable. Parce que dans la tête des gens, le sous-vide, ça fait peur, ça fait le néant, vous voyez. Mais qu'est-ce que c'est le sous-vide? C'est jamais que prenez une papillote dans le temps, comme elle faisait la grand-mère. Elle mettait le blanc de volaille dans un papier aluminium, elle le serrait, là, elle fait le vide, puis elle le cuisait. Alors on va rester sur les volailles, justement, parce qu'aujourd'hui, les volailles, elles sont de plus en plus industrielles. On mange de plus en plus de poulets, par exemple, et 7 poulets sur 10 que nous mangeons aujourd'hui sont des poulets industriels. Alors, qu'est-ce qui les différencie des poulets à label? Comment sont-ils fabriqués? Les écarts de prix avec les poulets à label se justifient-ils? C'est un reportage de Laurent Huberson. Les coulisses du poulet moderne, celui que vous mangez tous les jours, les voilà. Des immenses chaînes de travail qui débitent plus de 100 000 animaux par jour, triés automatiquement selon leur poids. La volaille, c'est devenu une industrie lourde et cette mécanisation en a fait un produit bon marché. Ce poulet-là, c'est le poulet standard, premier prix. 15 francs pièce en grande surface. C'est le plus vendu. Un succès qui fait la fortune des grands groupes de l'agroalimentaire. Le numéro 1 de la volaille en Europe et en France, le groupe Doux. 8 milliards de chiffre d'affaires et 13 poulets fabriqués chaque seconde. Tout commence à l'intérieur de cette petite usine de poussins. Alors celle-là est pleine, vous voyez. Dans chacune de ces armoires chauffantes, 10 000 œufs. Ils viennent d'être pondus, ils ont été retirés des poulaillers pour être couvés ici automatiquement. Vous voyez qu'ils ont une forme inclinée. Toutes les heures, le chariot va se basculer dans l'autre sens. Pourquoi? Et on imite la nature, en fait. La poule fait la même chose. Pas toutes les heures forcément, mais régulièrement elle change son œuf de position. Alors vous faites comme la poule dans son poulailler. L'incubation n'a rien inventé, à limite à la nature. Après 18 jours d'incubation industrielle, les œufs vont être contrôlés. Mais pas question de le faire manuellement ou un par un. Là encore, tout est automatique, c'est un robot qui leur fait passer une radio. En 3 secondes, la machine inspecte 150 œufs, détecte ceux qui sont fécondés dans les temps et ceux qui ont un problème. Elle garde les bons et laisse les mauvais de côté. Le poulet n'est pas encore né, mais pour le groupe Doux, il vaut déjà cher. Combien exactement?
J'aimerais pouvoir vous le dire, mais c'est trop difficile parce que ça représente un enjeu financier considérable. Vous ne souhaitez pas le dire? Non. C'est un secret? C'est un secret, bien sûr. Une différence d'1 centime sur un œuf, compte tenu des millions d'œufs qui sont travaillés, ben, ma foi, c'est une partie de la marge de l'entreprise, quoi. 3 jours plus tard, c'est l'éclosion. Le poussin est né, il vaut presque 1 franc. À partir de maintenant, il n'a plus que 41 jours à vivre et c'est ailleurs qu'il va connaître l'élevage intensif. À une centaine de kilomètres de là, par exemple, du côté de Guingamp, voilà le domaine des Plusquelec, agriculteurs depuis des générations. À l'origine, ils ne faisaient que de la vache, mais voilà, le lait ne rapporte plus assez. Pour maintenir le revenu de l'exploitation, il a fallu se diversifier, quoi. Donc, étant donné que le poulet de chair, c'est vraiment pas un revenu, donc c'est un plus par rapport à la production laitière qu'on avait déjà. Un complément? C'est un complément. Mais attention, rien à voir avec les basses-cours d'antan. Didier Plusquelec a investi 1 million de francs dans son poulailler. Car l'élevage du poulet standard aujourd'hui, c'est de la haute technologie. Des milliers de poulets à perte de vue. En tout, il y en a 26 000 enfermés dans un seul bâtiment sans jamais en sortir. Un véritable tapis vivant de volailles blanches, voilà le capital de Didier Plusquelec. Maintenant, il faut le faire fructifier sans trop dépenser, notamment en nourriture. Ces poulets, il les vendra à l'abattoir au poids. Alors pour gagner de l'argent, la méthode est simple. C'est de faire le maximum de kilos de poulet avec le minimum de kilos d'aliments. Alors actuellement, il faut combien d'aliments pour faire 1 kilo de poulet? 1,8 kg. Il y a 45 ans, il fallait 2 fois plus de nourriture pour faire le même poulet. Mais qu'est-ce qu'il mange exactement pour être engraissé aussi vite? Même pour l'éleveur, la composition exacte n'est pas très claire. Le petit bout jaune qu'on voit là, c'est du blé entier. Et le reste, qu'est-ce que c'est alors? Ben, soja, principalement soja, céréales, parfois quelques produits quelques différents produits autrement, mais principalement c'est du blé et du soja. Manioc. Vous connaissez la composition exacte de ce que vous donnez pour non. quelle nourriture? Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que ça marche. Pas très regardant sur la composition de la nourriture. Et tout a été calculé au plus près. L'eau, par exemple, elle est distribuée par un système de pipettes qui donne juste la quantité voulue au poulet afin d'éviter le moindre gaspillage. Et pour être sûr qu'ils vont se développer dans les temps, ils doivent s'alimenter jour et nuit, alors la lumière reste constamment allumée. Lorsqu'il y a la lumière, c'est là qu'ils mangent. Si vous éteignez le bâtiment, ils ne mangent plus, quoi. Mais tout le savoir-faire de l'éleveur repose sur la gestion de la température. Didier Plusquelec a investi dans 5 turbines pour climatiser son bâtiment. Là encore, question de productivité. Vous, quand il fait très chaud, vous n'avez pas envie de travailler, ni vous n'avez pas envie de manger beaucoup. Le poulet, c'est pareil. Quand il fait très chaud, il ne se déplace pas, il ne veut pas manger. Alors que lorsque la température est abaissée, c'est là qu'il se déplace et c'est là qu'il va se nourrir. Et pourtant, malgré ces petites attentions, chaque jour, il faut ramasser une dizaine de cadavres. En tout, 2 poulets sur 100 n'iront pas au bout de l'élevage. Une mauvaise affaire, car l'abattoir n'achète pas les poulets morts. Et malheureusement pour l'éleveur, ce sont souvent ces animaux qui ont mangé le plus. Ceux qui poussent trop vite, ceux qui mangent trop bien et qui profitent de trop et qui sont trop balèzes, ils tombent cardiaques. Face aux poulets standards élevés intensivement 40 jours, d'autres agriculteurs ont voulu se distinguer et ils le font savoir. On peut faire plus vite, plus grand, plus pratique. Certains ont décidé de faire mieux. Label rouge. Le fameux label rouge. C'est le ministère de l'Agriculture qui accorde le label, mais attention, pas à n'importe quel poulet. Avant tout, il doit pouvoir sortir de son poulailler pour se promener dans une cour d'au moins 1 hectare. Bref, l'élevage, comme ici celui de Monsieur Robert, doit se rapprocher le plus du poulailler artisanal. Alors, s'il fallait faire une petite remarque à M. Robert, c'est peut-être la hauteur de la ligne de pipette. Mais enfin, là, lui, c'est le contrôleur. Il vérifie que les normes imposées par le label sont respectées. Première différence avec le poulet standard, le bâtiment doit être ouvert. Les trappes fermées, c'est une faute grave. S'il y avait un abattage avant les 80 jours, là, c'est une faute grave, quoi.
81 jours de croissance, c'est 2 fois plus que le poulet standard. Et enfin, dernière différence, la nourriture. Minimum 75% de céréales, plus quelques compléments. Là, il n'y a pas de farine animale, il n'y a rien de tout ça? Non, 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 non. Non, non, pas de farine animale. Ce sont que des protéines d'origine végétale. Et voilà, le contrôle s'est bien passé. Il y en a un tous les 80 jours pour chaque lot de poulet. Mais un contrôle plutôt bon enfant. Le contrôleur n'a même pas prélevé d'échantillons de nourriture pour vérifier que sa composition corresponde aux normes. On n'a pas fait de prise d'échantillons d'aliments, on ne le fait pas systématiquement, mais j'ai dans la voiture donc les sachets qu'il faut pour faire un prélèvement. Pas de contrôle systématique de la nourriture, cela peut paraître surprenant, car c'est un élément essentiel du label. La preuve, regardez la publicité. La nourriture, c'est ce qu'elle met en avant. Liberté et nourri aux céréales à volonté. Vérifiez que sa qualité est... Pour être sûr que la qualité du poulet label reste au même point, il est régulièrement testé. C'est le bon goût assuré. Ici, 12 consommateurs dégustent à l'aveugle 100 poulets par mois chez Qualité France, un cabinet de contrôle indépendant. C'est la loi qui l'exige. Pour conserver le label, les poulets doivent avoir meilleur goût que le standard. L'objectif, c'est de continuer à démontrer, d'une part, qu'il y a de la qualité, d'autre part, que la qualité est constante et qu'elle continue à se différencier d'un standard. Sinon, alors, ça serait plus la peine d'élever des poulets pendant 80 ou 91 jours ou 84 pour ne pas avoir de différence gustative. Alors on compare. Dans ce tourne-broche, des poulets label ont été mélangés avec des poulets standards, le tout anonymement, sans étiquette. Bien dans vos impressions. Le 211. Le 211, c'était un standard. Il a une bonne odeur. Il est fade. Bonne consistance. Il a du goût, mais un peu juteux. Il est plus que blanc, beaucoup trop juteux. Moi, je trouvais qu'il était très fade. Le 946. Le 946, c'était un label. Pour moi, c'est le meilleur aussi. Ouais. Les rouges est excellent, également. Bonne tenue. Oui. Très bien. Le 656. Encore un label. 659, non? Les blancs très filandreux. Oui. Très mouillés. Et très fades. Et le dernier, 054. Et enfin, un dernier label. Il était très bon, très équilibré. Sur les 12 consommateurs sondés, 10 ont préféré le label. En France, une vingtaine de coopératives produisent du poulet de ce type, commercialisé sous une centaine de marques différentes. Retour chez Didier Plusquelec. Lui, ce n'est pas tant le goût qui l'intéresse, mais la productivité et le poids de ses poulets standards. Aujourd'hui, il emmène ses 26 000 volailles à l'abattoir. Tous les voisins sont venus donner un coup de main, car il y en a tout de même pour 5 heures de travail. Impératif absolu, travailler en partie dans l'obscurité. Il ne faut pas que les poulets voient ce qui se passe. Ah non, parce que les poulets se tassent dans le fond et il y a étouffement. Ils vont s'étouffer? Ah, ils s'étouffent. Automatiquement, donc... Vous faites ça dans la nuit, alors dans le noir? Toujours la nuit, 2-3 heures du matin. Des fois, on commence à minuit, 1 heure, 2 heures, ça dépend. Et pourquoi aujourd'hui vous faites ça de jour, là alors? Ah, exceptionnellement. Il y a de la demande, là? Un petit peu, je pense qu'il y a la demande. Et oui, la volaille se porte bien. Avec la crise de la vache folle, la demande de poulet a légèrement augmenté pour les Plusquelec. Les abattoirs sont en manque, il faut les alimenter pratiquement en flux continu. Après ce premier camion de 5000 poulets, 5 autres suivront pour emporter tout le reste. Mais tout n'est pas joué pour autant. Reste à savoir s'ils font le bon poids, celui demandé par l'abattoir. Alors, on nous avait demandé 1,680 kg, autour d'1,680 kg. Et vous pensez que vous les faites ce poids-là ou pas? 1,7 kg, oui, à 20 grammes près. 20 grammes près? Notre but, c'est de tomber à 20 grammes près, 50 grammes près maximum. Et s'il fait 100 grammes de moins, qu'est-ce que ça représente comme perte pour vous? Ah bah nous, ça y est, on n'a plus de revenus, là. S'il fait 100 grammes de moins, vous n'avez plus de revenus? On n'a plus de revenus. Alors, direction l'abattoir pour connaître le fameux poids. Didier Plusquelec est intégré à un groupe agroalimentaire qui lui donne gratuitement 26 000 poussins à élever et 90 tonnes de nourriture. À lui de leur donner le poids minimum fixé, aujourd'hui 1,7 kg.
Au-dessous, l'abattoir lui achètera son travail au prix coûtant, voire à perte. Au-dessus, c'est du bénéfice. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça marche? Bon, moi je viens un peu pour voir un peu le poids des animaux, voir s'il y a un poids correct. Et puis Tu vas voir tes résultats, ouais. Donc, il faut, déjà pour commencer, ils sont lourds. Ah, c'est une bonne nouvelle déjà. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. On avait programmé 1,7 kg, ils font 797. Ah oui, donc 97 grammes de plus. Avec 97 grammes en plus, l'abattoir va lui verser 60 000 francs, soit 2 francs 35 pièces. C'est à peu près ce qu'il obtient chaque fois. Après avoir payé les charges de son poulailler, cela représente sur l'année l'équivalent d'un salaire net de 5 500 francs par mois. Et pour le poulet, c'est bientôt la fin. L'abattoir va maintenant en tirer le meilleur parti. La course à la productivité continue. Sorti des caisses, il est accroché par les pieds, la tête en bas, pour être abattu. Tout se passe derrière ce panneau. Il va être électrocuté. Ensuite, c'est une autre machine qui va l'égorger, le saigner et le plumer. Et voilà le résultat. Plus de plumes, plus de sang. Le poulet, c'est maintenant un animal industriel qui va être travaillé à la chaîne. D'abord, on lui tranche la tête qui deviendra de la nourriture pour chien. Les pattes, direction l'Extrême-Orient, les Asiatiques en raffolent à l'apéritif. Ensuite, cette machine retire les viscères. Ils seront transformés en pâté pour les chats. Reste enfin ce qui peut être mangé par le consommateur, soit sous forme de poulet entier ou découpé. Et le tri, il se fait ici. Une manette abaissée, c'est un poulet qui sera découpé. On va mettre prioritairement à la découpe tous les poulets qui ont des défauts d'aspect, des spinelles cassées, un hématome ou des petits défauts. Le poulet découpé, c'est celui qui n'est pas présentable entier, mais il a beaucoup plus de valeur. Les morceaux, comme ici les ailes, seront vendus en barquettes séparées et en moyenne 2 fois plus cher au kilo que le poulet entier. Mais la découpe qui se vend le mieux, c'est le filet, le blanc de poulet qui se trouve sur le côté gauche et droit de son poitrail. Aucune machine n'arrive à décortiquer correctement le filet gauche du filet droit. Alors il faut le faire à la main, 8 heures par jour, le même coup de couteau. Vous coupez toujours le même côté? Vous coupez toujours le même côté? Parce que je suis droitier, donc il y a un côté pour le côté droit, un côté droitier. Couper l'autre côté, il faut un gaucher. Enfin, un gaucher, ouais. Profession, découpeur de filet droit. Car pour être productif dans le poulet, il faut de plus en plus spécialiser les tâches. Et surtout, il faut les faire de plus en plus vite. En 15 ans, dans cette usine, la cadence de production a doublé. Maintenant, on fabrique 8000 poulets à l'heure. Ici, c'est la fin de la chaîne, debout toute la journée. Les ouvrières doivent attacher les pattes du poulet avant l'emballage. Durée de l'opération, 8 secondes. Salaire, après 16 ans d'ancienneté, 5300 francs net. Cadence à la hausse, salaire minima, travail à la chaîne. Voilà pourquoi vous pouvez trouver du poulet standard pour le prix de 3 baguettes de pain, 12 francs 90 le kilo. Et il fait un malheur. 7 poulets entiers sur 10 vendus en France sont des poulets industriels. Les autres, ce sont les poulets labels. Et pour le chef du rayon volaille, tout se complique. 1, 2, 3... Il a 6 poulets label rouge à 6 prix différents de 19 à 39 francs le kilo, du simple au double. Le plus cher est-il forcément le meilleur? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Alors, le consommateur a peut-être tendance à dire je connais tel produit parce qu'on a communiqué dessus, il va le prendre. Par contre, le consommateur, dans la mesure où il a goûté donc des produits qui sont 25% moins chers et qui sont de qualité identique, en général a tendance quand même à prendre les produits qui sont 25% moins chers. Alors pourquoi une telle différence de prix pour des poulets label rouge élevés selon les mêmes normes et qui sont de même qualité? Vous allez le comprendre avec les volailles de Monsieur Robert. C'est du poulet de Janzé. Mais voilà, au supermarché, il est vendu à 2 prix différents. À droite, sous l'étiquette haut de gamme poulet de Janzé, on le trouve à 31 francs 90 le kilo. Et à gauche, issu du même élevage, mais sous l'étiquette poulet fermier de Montorgueil, il vaut 23 francs 80 du kilo, c'est 8 francs de moins. Où est la différence? Est-ce que ce poulet est le même? Absolument. C'est exactement le même. Oui. La différence, c'est une différence de prix
ou une différence d'étiquette? Non, la différence, elle est liée à ce que nous sommes distribués par 2 abattoirs, que ces 2 abattoirs exploitent la marque poulet de Janzé, puisque c'est le nom même de notre terroir, mais chacun d'entre eux a une politique commerciale qui lui est propre. Autrement dit, pour augmenter les ventes d'un même produit, on multiplie les étiquettes. Janzé, Montorgueil ou Val d'Isée, c'est pareil, mais cela permet de toucher toutes les catégories de consommateurs. Cette valse des étiquettes, elle a aussi gagné les poulets standards. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Père Dodu. Et Père Dodu, c'est lui. Dans cette usine, on produit ce poulet sous d'autres marques. Un secret de Polichinelle qu'on fait semblant de cacher pour mettre en avant la marque leader. Père Dodu, parce que Père Dodu, c'est meilleur et on ne fait que ça. Vous faites rien d'autre. Voilà. Vous faites rien d'autre. Non, parce que quand on a quelque chose d'aussi bon que ça, pourquoi voudriez-vous qu'on aille faire autre chose? Mais est-ce qu'on peut trouver le même poulet sous 2 autres marques aussi bon? Oui, on peut trouver parce que comme nous faisons de très bons produits, si nos clients nous payent bien, on veut bien les leur vendre. Et voilà, CQFD. Sous combien de marques différentes et à quel prix allez-vous retrouver le même poulet Père Dodu? Cela, c'est le vrai mystère que M. Bounour ne souhaite pas divulguer. Car le marché du poulet est un secteur particulièrement secret. Quelque part en banlieue parisienne, derrière ces lourdes grilles, un laboratoire de recherche sur les poulets du futur. Dans ces bureaux, on a conçu et fabriqué de toutes pièces un poulet entièrement différent. Ce n'est pas un label, ce n'est pas un standard, mais ici on a une idée toute simple, mélanger le label et le standard. Le duc est issu d'un coq industriel et d'une poule fermière. Donc la poule fermière, donc sa mère, lui donne la rusticité, et son père, donc le coq industriel, lui donne l'ensemble des performances. Alors quand vous dites poule fermière, c'est une poule label? Tout à fait. Le duc mange de la nourriture label, mais sans liberté dans un bâtiment fermé comme un poulet standard. Tout cela parce qu'il y avait un créneau de prix à prendre entre les deux. C'est un poulet 100% marketing, en fait. C'est le premier poulet marketing. Oui, c'est un poulet marketing, tout à fait. Ou marketé, en tout cas. Il est vendu aux alentours de 20 francs, seulement vous n'en saurez pas plus. Le secret est bien gardé, on ne nous a pas autorisé à aller filmer les conditions de production du poulet du 3e type. Mais finalement, les plus heureuses, ce sont peut-être elles, les poules pondeuses qui donneront naissance aux petits poussins à 1 franc. Ici, on en prend soin, on les autorise à vivre plus de 300 jours. Et c'est grâce à elles qu'on peut élever chaque année en France plus d'1 milliard de poulets vendus sous près de 200 marques différentes. Vous avez été surpris, Bernard Loiseau, de voir à la fin de ce reportage le même poulet vendu à des prix différents, sous différentes marques? Oui, oui. Au début, ça m'a un peu choqué. Et puis après, j'ai compris que, bon, que c'était une question de marque. Et que selon la marque, selon ce qu'on va mettre comme argent dessus pour faire connaître un produit, bon, bah, il faut que les gens s'y retrouvent, quoi. C'est un peu comme pour vos soupes. Quand on met votre nom sur une soupe, elle vaut plus cher. Ah bah là, actuellement, les soupes qu'on a, d'abord, elles sont les plus chères, mais elles sont les meilleures aussi. Oui, non, mais c'est ça. Alors ça, c'est vous qui attestez. Voilà, attestez. Pas de problème. Mais déjà, votre nom renchérit forcément le prix de la soupe vendue à peu près 15 francs. C'est une soupe qui est vendue à peu près 15 francs. Sur le poulet, à noter que les Français consomment de plus en plus de poulet et de volaille. Aujourd'hui, la consommation de volaille a énormément augmenté ces 10 dernières années. Elle rejoint la consommation de bœuf, autour de 25 kilos par an et par personne. La consommation de bœuf qui, elle, baisse beaucoup. Cela vous surprend-il? Ben, je vous expliquais, il faut toujours tirer vers le bas, vers le haut. Et depuis 10-15 ans, mais les efforts qu'ont fait les volailles, grâce à la Bresse, grâce à tous ces labels merveilleux qui fait que ça a poussé les gens à la consommation. Donc, automatiquement, le bœuf a eu quelques soucis. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que le bœuf, c'est d'une qualité extraordinaire. Moi, je fais mes bœufs de Charolais qui sont rassis 3 semaines, où le gras, ce goût de noisette, que cette viande est juteuse et savoureuse, elle est extraordinaire. Et moi, il faut soutenir aussi la viande de bœuf. Et donc aujourd'hui, c'est pareil. On va se retrouver avec des viandes de label, de viande rouge de label de plus en plus, et on va retirer le bas vers le haut. Donc la volaille, aujourd'hui, ça ne me surprend pas qu'elle en soit là, elle a tellement fait d'efforts. Quand vous voyez ce reportage, vous dites, elle est de qualité. Ah oui, pour les labels, pour la batterie. Non, mais même pour la volaille industrielle. Oui, pour la. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, il y a quand même des progrès. Il y a quand même des progrès. Vous avez vu l'hygiène qu'il y a quand même partout.
Ouais. Mais par contre, je vous signale une chose, je les ai jamais goûtés, ces poulets. Parce que Jamais. c'est quand même pas bon, c'est quand même pas mes tripes, ça, c'est pas mon truc, ça, si vous préférez. Jamais acheté, même. Ah non, jamais, non. Mais vous savez avez... pourquoi? Parce que, bon, moi je suis d'une famille à la campagne, on a toujours mangé des produits de la nature, et puis c'est tout. Puis quand je vais dans un hypermarché, bon, ben j'achète des produits, mais il y a le haut de gamme et il y a le bas de gamme, donc je sais ce que j'achète dans un hypermarché. Il vous arrive d'y aller quand même. Oui, bien sûr, heureusement. Ouais. Bon, merci de rester avec nous pour la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans un instant après une page de publicité. À tout de suite. Appellation d'origine contrôlée, que signifient ces mots sur une bouteille? La tomate, son goût a-t-il été sacrifié aux méthodes intensives de production? Quelles recettes nous préparent les industriels de l'alimentation dans le secret des laboratoires? Il vous reste quelques instants pour profiter de notre offre exceptionnelle au rayon M6. Aujourd'hui, pour la vaisselle, choisissez le nouveau Palmolive antibactérien. C'est la meilleure formule antibactérienne. Elle élimine non seulement la saleté visible, mais aussi les bactéries que vous ne voyez pas. Et vos mains restent douces et protégées. Nouveau Palmolive antibactérien, il n'y a pas mieux pour une vaisselle saine et des mains protégées. Pour devenir l'eau d'Évian, l'eau des Alpes est filtrée par les sables glaciaires pendant des dizaines d'années, à la vitesse moyenne de 3 cm/h. Évian, l'eau que vous buvez est aussi importante que l'air que vous respirez. Nouveau déodorant bien-être, une fraîcheur nature. Elle vous saisit, elle vous suit. Une fraîcheur fruitée aux essences naturelles. Déodorant bien-être, parfaitement efficace pendant 24 heures. Déodorant bien-être, il respecte la douceur de votre peau. Nouveau déodorant bien-être, 24 heures de fraîcheur nature. Voir un peu plus ou autrement, c'est ça qui me plaît. La santé des hommes et tout ce qui vit, les animaux, les plantes. On trouve de nouvelles réponses. En biologie, en pharmacie. C'est mon métier. Je travaille chez Ron Poulenc. Le mie pentole! Ma come faccio a fare il sugo? Découvrez les nouvelles sauces Barilla. Tous les ingrédients sont cuisinés séparément pour garder leur vraie saveur. Maintenant, une seule casserole suffit pour déguster une grande sauce. Et ça, les connaisseurs l'ont bien compris. Nouvelle sauce Barilla. Chaque ingrédient a son mot à dire. Moi, au soleil, j'ai vraiment besoin de protéger parfaitement ma peau. Alors, j'ai choisi les Polysianes. Leur nouvelle formule protège ma peau du vieillissement au soleil. Les Polysianes, le plaisir d'être vraiment bien protégé au soleil. En posant un filet sur les cerises griottes, l'être humain protège efficacement les paniers de Yoplait, des volatiles les plus gourmands. Oh. Enfin, ça dépend des fois. Panier de Yoplait, les yaourts aux fruits de Yoplait. À chaque fois que vous tirez la chasse d'eau, le tartre se dépose dans les toilettes. Alors aujourd'hui, WC-Net a créé le blog WC-Net détartrant. WC-Net libère des agents anti-tartre qui empêchent le tartre de se redéposer. Nouveau WC-Net détartrant, le bloc anti-tartre. Sean Connery, Nicolas Cage dans Rock, c'est ciné-culte chez votre marchand de journaux, un film inédit à la télévision pour 79 francs avec RTL2. Bienvenue à Alcatraz. Bégon Max concentré avec éco-doseur. Il suffit de peu pour accéder à la paix de l'esprit. Bégon Max, le nouveau concentré de bacon.
voiture est mal entretenue, c'est votre capital qui tombe en pièces. Cet été, Feu Vert met les prix en pièces avec 20 opérations à moins 25% sur l'entretien et l'équipement dans plus de 175 centres en France. Feu Vert, longue vie à votre auto. Mulder Service écoute. Pourquoi un habillage crémier autour de dégustation de Mulder? Pour faire joli? Non, je plaisante. C'est pour emballer son moelleux et son petit goût fruité. Oui, madame, l'emballage, vous l'a enlevé avant de le mettre sur le plateau. Si t'es Mulder, je te mords. Chez La Paire, vous trouverez des portails à partir de 990 francs pour vos travaux d'été. Faites équipe avec La Paire. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ah ben voilà. Pas de cigarette russe, pas de dessert. Cigarette russe de Lacre. Avec Kodak Évasion, gagnez un voyage par semaine et obtenez jusqu'à 60% sur des vols British Airways. Kodak Évasion, c'est 100% de gagnant. La nouvelle Opel Astra est arrivée. Direction assistée électro-hydraulique. Colonne de direction à déformation programmée. Phare à effet diamant. Garantie anti-corrosion de 12 ans. Pédalier rétractable en cas de choc. Nouvelle Opel Astra, vous n'en demandiez pas tant. L'été, prendre trop de douches n'est pas toujours idéal pour la peau. Mon savon est au lait. Pour que tout l'été, ces 5 senteurs transforment chaque douche en une douche de douceur. Mon savon au lait 5 senteurs, douche après douche. Votre peau le sait. Il vous reste quelques instants pour profiter de notre offre exceptionnelle au rayon M6. Le secret des étiquettes, deuxième partie de cette première émission d'été, des reportages à voir ou à revoir avec ce soir Bernard Loiseau. Et nous allons tout de suite prendre la direction du rayon 20 dans les grandes surfaces. Dans ce rayon, c'est la jungle des étiquettes. Nous sommes souvent complètement perdus au moment de choisir une bouteille. On essaie de se raccrocher à quelques labels, AOC par exemple, appellation d'origine contrôlée. Que signifie exactement ce label? Est-ce un gage de qualité? Comment un vignoble l'obtient-il? En un mot, comment choisir une bonne bouteille? C'est un reportage de Mathieu Schwartz. C'était votre mission, trouver une bonne bouteille pour ce soir. Seulement voilà, c'est qu'en vin, vous n'y connaissez pas grand-chose, et les bouteilles, c'est pas ce qui manque. Voyons, soyons méthodiques. Celle-là, c'est les moins chères, bouteilles plastiques moins de 10 francs pour 1,5 litre, ça doit pas être terrible. Celle-là, c'est la plus chère, c'est sans doute pas mal, mais 185 francs la bouteille, c'est pas dans le budget. Entre les deux, des centaines de possibilités, des étiquettes toutes différentes. Pourtant, il existe un indice qui devrait permettre de se repérer. Appellation contrôlée, voilà une mention qui revient sur toutes les bouteilles les plus chères, toujours bien en évidence sur l'étiquette. L'appellation contrôlée, c'est une sorte de label qui a été créé il y a 60 ans, justement pour distinguer les grands vins. Dans l'esprit des pionniers, ça garantissait la qualité. C'était vraiment la qualité avant tout. C'était des gens obsédés, le mot n'est pas trop grand, par la qualité. Donc c'était de les sortir de la masse en leur donnant une identité qui garantissait une qualité. C'était leur état d'esprit. Peut-on encore faire confiance à ce label? Et d'abord, comment l'obtient-on? Nous sommes à Pierrevert, un village des Alpes de Haute-Provence. Le barbu, c'est Jean-Paul Sub, le président du syndicat local des vignerons. Tout le monde est un peu tendu car aujourd'hui on reçoit une délégation de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée. C'est elle qui a le pouvoir de délivrer le fameux label. Comment allez-vous? Voici la délégation, ce sont des experts et des vignerons d'autres régions. Le chef c'est Jean-Claude Bousquet, l'homme avec les lunettes de soleil, il est producteur dans le Languedoc. Cela fait 8 ans que les 450 vignerons de Pierrevert espèrent l'appellation. Mais la procédure est très longue et très contraignante, l'INAO en est déjà à sa 3e visite. Pour passer en appellation, il faut d'abord faire partie d'un même terroir, c'est-à-dire d'une zone géographique. À Pierrevert, les experts ont délimité 1400 hectares. Mais être dans cette zone ne suffit pas. Il faut ensuite répondre à un cahier des charges très précis. Tout est passé au crible, le choix du raisin, l'espacement entre les pieds, la taille des vignes.
Le plus important, ce sont les rendements. Chaque appellation doit respecter un quota. C'est indispensable pour faire du bon vin. Oui. Et un principe bien connu en viticulture, plus vous augmentez le rendement, plus vous abaissez la qualité. Alors pourquoi? Parce que le problème, c'est les concentrations de sucre dans les grappes. Donc si vous avez beaucoup de grappes, vous allez avoir des dilutions et les grappes vont contenir plus d'eau que de sucre. Après l'inspection des vignes, la dégustation. Pierre Vert a sorti le grand jeu, c'est un sommelier professionnel qui sert les vins. L'ambiance, c'est très important. Ça se passe dans le silence toujours. Oui, c'est absolument. Il faut que ce soit dans le silence pour que la commission ne soit pas perturbée, parce que quand on a des arômes ou quoi que ce soit, il faut que la commission soit fixée sur le vin. Il ne faut pas que l'on entende parler de vacances, de cigales ou d'autres choses. Ça, c'est pas notre haut de gamme. La barrique, c'est un vin plus enveloppé, mais nous, on voulait un vin frais, image provençale, quelque chose de frais avec des arômes. Là, c'est fleurs blanches, citron. C'est comme un grand oral. Les vignerons passent tour à tour sur le grill. Mais il ne s'agit pas de sélectionner un vin plutôt qu'un autre. Encore une fois, on juge l'ensemble. C'est ce qui permettra de dire si Pierre Vert est digne d'accéder à l'appellation. Qui n'est pas rentré encore dans sa pleine maturité. Ce qui nous intéresse dans une dégustation comme celle-là, c'est d'abord de voir la qualité des vins. Donc il faut que les vins soient de très très bonne qualité, mais il faut quand même qu'il y ait un air de famille entre tous les vins. Donc une bonne homogénéité dans l'ensemble de la dégustation. Si vous n'avez pas aimé un vin, est-ce que ça peut lui interdire de passer en appellation d'origine contrôlée? Si on en a aimé on en a détesté un sur, je ne sais plus combien, une vingtaine dégustés, franchement, non. La commission rendra son avis dans l'après-midi. Mais avant, Jean-Paul Sub offre un bon repas à 200 francs par personne pour mettre ces messieurs de l'INAO dans les meilleures dispositions. Le président du syndicat a le sourire, tout se passe plutôt bien. Alors après le café, on va travailler. Après 3 heures de discussion, on laisse la commission délibérer. Les vignerons de Pierre Vert ont perdu un peu de leur enthousiasme. C'était dur, ouais. Ça discute faire, ouais. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dans la poche. Mais en général. Non, c'est pas dans la poche, non. C'est pas dans la poche? Non. C'est dur. On bataille sur chaque point. C'est une discussion à bâton rompu et à cœur ouvert. Ça a duré longtemps là quand même. Non, mais c'est ce qu'il faut. Allez, on garde le moral et en avant pour le verdict. Alors je dirais d'abord sur les vins blancs, les résultats sont là aujourd'hui. Il est clair que tous les blancs que nous avons dégustés, alors en règle générale, les blancs qu'on a dégustés ce matin étaient bons. Alors pour les vins rosés, alors j'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois, pour les rosés nous avons été déçus. Donc là, il y a encore quelque chose à revoir. Il faut retravailler sur les rosés. Moi, je crois qu'on peut... C'est raté. Les efforts ne sont pas encore tout à fait suffisants sur les rosés. Du coup, c'est tous les vins de Pierre Vert, les rouges, les blancs et les rosés, qui ne peuvent obtenir l'appellation. Il faudra attendre une autre visite de l'INAO pour espérer obtenir le fameux label. Faisons des rosés. C'était très bien. Le syndicat a été très bien accueilli. C'est pour ça que je vous l'avais dit quand on vient. Non, mais la prochaine fois, vous accueillera moins bien. Aujourd'hui, il y a en France 400 terroirs qui ont obtenu le fameux label. Mais à l'intérieur d'une même appellation, il y a de vraies différences entre les vins. Nous sommes dans la zone du Pouilly-Fumé, dans la Nièvre, une appellation obtenue il y a 60 ans, 1100 hectares, 100 producteurs différents, et des prix qui varient de 35 à 200 francs pour un vin qui porte le même nom. Pourquoi? Voici 2 exemples, à un moment crucial, les vendanges. Patrice Moreux, fils et petit-fils de vignerons, 17 hectares et 100 000 bouteilles par an, de Pouilly-Fumé, appellation contrôlée. Didier Dagneau, un grand nom du vin, 11 hectares, 50 000 bouteilles par an, de Pouilly-Fumé, appellation contrôlée. Claude, ramène un peu les troupes là-haut parce qu'il y en a qui tirent au cul là. Première différence, la récolte. Nous sommes dans les vignes de Didier Dagneau et ici c'est une des rares exploitations où l'on ramasse encore le raisin à la main. Les vendangeurs sont payés au SMIC et les consignes sont simples, ne ramasser que ce qui est parfaitement mûr. Disons qu'on regarde si les grappes sont saines, s'il n'y a pas de raisins pourris ou des raisins un peu dégénérés. Et aujourd'hui, les déchets représentent plus d'1 tiers de la récolte. Pour encadrer les vendangeurs, 3 salariés organisent le ramassage.
C'est la fin de la journée et on est un peu en retard sur le programme, malgré un nombre important de vendangeurs. Ah, Jackie, on est combien là? 70, 70, ouais, 70. Ouais, 70, ouais. On a mis quoi? On a mis 3 heures pour monter là? On a commencé à 2, 3, ouais, on a mis 3 heures à peine. Ouais, il n'y a pas tout à fait 3 heures. Il n'y a pas tout à fait un hectare de fait là quand même. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gamins de l'école là, alors ça va un peu moins vite quoi avec eux. Enfin, moins vite que la machine, hein. Ouais. Non, c'est pas le même travail aussi. C'est pas le même travail. Pas le même travail, Patrice Moreux, lui, n'est pas de cet avis. Pendant le même temps, il a vendangé la même surface avec un seul employé grâce à une machine. Ça secoue le pied de vigne. Le pied de vigne est secoué très fort, vous voyez, et donc les graines tombent avec les raisins, ou les raisins. Les grappes tombent? Voilà, selon soit les grappes entières, soit le raisin qui est égrené. Et ça vous abîme pas vos pieds de vigne les... Non, absolument pas. Ça fait donc depuis 1983 que je vendange à la machine et mes vignes sont toujours en très bon état. Et à en croire ce viticulteur, la machine sait même choisir les bons raisins. S'il y a du pourri, la machine est réglée de telle façon à ce que le pourri reste sur le pied de vigne. Et donc ça fait même sur le même raisin, ça peut enlever les bonnes graines et laisser le pourri sec s'il y en a dessus. Comme un raisin pas mûr, par exemple, si vous avez sur un pied un raisin qui n'est pas mûr ou moins mûr, il ne tombera pas non plus. Donc en fait... Ça fait un tri, disons, à la limite qu'on ne pourrait pas faire à la main. La machine, elle va tout ramasser, elle trie pas. Là, il y a une parcelle qui était, le haut de la parcelle était mûr, le bas de la parcelle n'était pas mûr. On a vendangé que le haut. Une machine, elle ne sait pas faire ça. Elle ne sait pas trier, elle ramasse les feuilles, elle ramasse tout. Une certitude, la vendange mécanique coûte beaucoup moins cher. Pour Patrice Moreux, cela revient à 3000 francs l'hectare. À la main, ça coûte 3 fois plus cher. Quant à la qualité de la vendange, nous avons pu constater que le tri était tout de même moins bien fait qu'à la main. Deuxième point de comparaison, le pressage. Ici, le camion vient se placer juste devant le pressoir. Tout est automatique, c'est l'affaire de quelques minutes. Un tuyau aspire le raisin qui est poussé au bout de la benne par une vis sans fin. Là, il va être un peu écrasé, mais c'est pas grave. Légèrement écrasé, mais très peu. Hein. De toute façon, dedans, il va être écrasé. De toute façon, automatiquement, après, dans les pressoirs, il est écrasé. Hein. Chez Didier Dagneau, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi vous n'amenez pas directement le camion directement dans le pressoir? Non, ça va pas, ça marche pas. Ça marche pas car ici on tient absolument à manipuler la récolte le plus délicatement possible. Les grains de raisin arrivent dans le pressoir encore entiers. De toute façon, tout finit écrasé dans le pressoir. Alors Ah non, pas écrasé, pressuré, c'est pas la même chose. Hein, c'est pas écrasé. Tu peux regarder sur les marques qu'on a sorties du pressoir tout à l'heure. Les graines qui n'étaient pas mûres, elles sont restées intactes. C'est pas froissé, c'est pas broyé, c'est pas écrasé. Hein. Troisième différence, le vieillissement et la conservation. Les 2/3 de la récolte de Didier Dagneau sont vinifiés en fûts de chêne. Des fûts qui coûtent 10 000 francs pièce et qu'il faut remplacer tous les 4 ans. Patrice Moreux, lui, préfère les cuves en inox, comme la plupart des viticulteurs de la région. Ça coûte 80 000 francs pièce, mais c'est inusable. À l'arrivée, le vin de Patrice Moreux s'achète environ 40 francs la bouteille et il est accessible en grande surface. Le vin de Didier Dagneau, lui, est vendu essentiellement aux grands restaurants. Il est considéré comme un des meilleurs pouilly fumés, mais c'est un produit élitiste. Il coûte de 150 à 200 francs la bouteille. Voilà donc 2 vignerons qui, sous la même appellation, font tout de même 2 vins très différents. Seule certitude, ici dans une bouteille, il y a le vin d'un seul vigneron. Ce n'est pas toujours le cas? Eh bien non. Exemple avec un des vins les plus populaires, 54 millions de bouteilles vendues par an. Il fait partie de l'appellation Côte-du-Rhône, c'est le Cellier des Dauphins. Le producteur, c'est lui, enfin pour une petite partie, car dans une bouteille du Cellier des Dauphins, il y a le vin de 3000 vignerons. Ce viticulteur cultive ses vignes, mais il ne met pas son vin en bouteille. C'est bien plus facile de s'occuper que de nos vignes, et puis sachant que toute la partie vinification, commercialisation est faite par des personnes plus compétentes que nous, peut-être, qui ont que ça à faire, c'est leur travail. Pendant les vendanges, des dizaines de vignerons de la zone classée en Côte-du-Rhône, appellation contrôlée, apportent leur récolte à la coopérative. Aussitôt arrivés, on contrôle la pourriture du raisin et son degré potentiel en alcool. À moins de 10,5 degrés, il ne peut pas servir à faire du Côte-du-Rhône. C'est dans les textes de l'appellation. Il est alors déclassé pour en faire un vin bas de gamme. Le pressage et la vinification, c'est la coopérative qui s'en occupe.
Dans ces grandes cuves, il y a donc déjà le vin de plusieurs dizaines de vignerons en appellation contrôlée. Quelques mois plus tard, le vin part au siège du Cellier des Dauphins et là il rejoint la production de 10 autres coopératives. Il y a maintenant dans ces cuves la récolte de 3000 producteurs différents. Alors comment faire un vin constant avec toutes ces différences? C'est le travail des œnologues. C'est eux qui décideront comment sera mélangé le vin des 10 coopératives. Ils vont en fait créer le produit Cellier des Dauphins en laboratoire avec un objectif, retrouver toujours le même goût. Nous savons que le Cellier des Dauphins doit se définir d'une certaine façon, avec un certain profil analytique et un certain profil sensoriel. Notre but est que ce soit un vin facile à boire rapidement et non pas un vin à garder 5 ou 10 ans, comme on peut considérer une bouteille exceptionnelle. Des appellations, il y en a donc de toutes les sortes, petits vins comme grands crus. Il y en a même de plus en plus. On produit 3 fois plus de vins d'appellation qu'il y a 30 ans. Et c'est normal, c'est ça qui marche. Avec ce label, les vignerons vendent leurs produits plus chers, leurs vins s'exportent mieux. Du coup, le directeur de l'INAO ne cesse d'avoir de nouvelles demandes pour accéder à ce marché. Le vigneron, il a le désir d'y être. Pourquoi? Parce que il produit un vin qui est tout à fait excellent sur le marché, qui s'adapte bien au marché, qui est recherché par le consommateur, ce qu'il ne faut pas. Et c'est là qu'est le danger. C'est qu'à partir du moment où il produit du vin d'appellation, il considère qu'il est dans un droit acquis. Justement, vin français qualité en péril. Sous la pression économique, des vignerons oublient leurs devoirs. C'était dans Que choisir en novembre 95, une enquête qui a fait beaucoup de bruit. On trouve des produits scandaleux en appellation contrôlée, reconnaissait même le propre directeur de l'INAO, remercié depuis. Le système ne garantirait donc plus la qualité. La conclusion majeure, c'est que si on continuait de cette façon-là, si les viticulteurs continuaient à faire un petit peu n'importe quoi, eh bien c'était le patrimoine français en matière de vin qui allait à sa ruine. Aujourd'hui, en effet, un vin AOC, rien ne permet de garantir que le produit sera de qualité, respectueux d'un terroir, etc. Non, c'est quelque chose qui peut être complètement banalisé. Dans le milieu des vignerons, on n'aime pas évoquer ces problèmes-là devant la caméra. Didier Dagneau est un des rares qui accepte de parler. Il va nous emmener sur les vignes de certains de ses voisins qui dépassent manifestement les rendements autorisés. Or, on l'a vu, les rendements, c'est essentiel pour la qualité du vin. Plus il y a de raisins par pied de vigne, moins le vin est bon. Quand tu vois des raisins comme ça, là, tu vois, une charge de raisins comme ça, là, ça fait plus que le quota. À vue de nez, on sait forcément que ça va faire plus que le quota autorisé. Ouais, et quand on dit le quota, combien, ça, quand on dit ça peut faire 80 ou 90 hectolitres, ou peut-être même quelquefois un petit peu plus. Et pourtant, seuls 68 hectolitres à l'hectare sont autorisés, des vignes qui feront donc forcément du moins bon vin. Quant au surplus, qu'est-ce qu'on fait du reste? Le reste, il va être caché. Et puis quand il y aura une mauvaise année, il va être ressorti. Par exemple, tu vas goûter des 91 qui sont pas purs parce qu'on a mis les excédents de 90 dedans. Les vins en appellation ne sont-ils donc jamais contrôlés? Au contraire, ils le sont chaque année. Chaque nouvelle cuvée doit recevoir une sorte de visa pour être commercialisée. On appelle ça l'agrément. Un échantillon passe en laboratoire, un autre est soumis à la dégustation. Exemple de l'Anjou Village. Voici le jury. Il est composé pour l'essentiel de vignerons choisis au hasard dans l'appellation. Par petits groupes, ils goûtent des échantillons identifiés uniquement par un numéro. Aujourd'hui, Luc Delumeau fait partie du jury. Après la dégustation, il consulte ses 3 collègues sur la décision à prendre. Bon, alors ça y est, on l'a grillé celui-là? Allez, vu. 24. Au revoir. En cas de refus, le vin n'aura pas le label pour cette année et il ne pourra donc pas être vendu au même prix. Ce jour-là, 8 vins sur 33 ont été refusés. Mais ce n'est que provisoire car ils auront droit à 2 séances de repêchage. Au bout du compte, à peine 5% des vins sont recalés au contrôle annuel. Car en fait, l'agrément n'est pas très efficace. D'abord, le jury n'est pas assez sévère. Luc Delumeau est le premier à le reconnaître et pour cause, les vignerons qui contrôlent et ceux qui sont contrôlés font tous partie de la même région. Ça nous pose toujours des cas de conscience, à tel point qu'un vin moyen, moi je dis franchement, je l'accepte. Il y a des fois je ne devrais pas l'accepter, mais je l'accepte parce que je me dis, je ne peux pas me permettre de ruiner mon voisin. Et puis, il y a le problème du choix des échantillons qui vont être contrôlés.
Luc Delumeau nous explique comment se font les prélèvements. Chaque année, un agent de l'INAO se déplace et vient prélever un peu de vin dans chacune des cuves de la cave. On lui indique, bon, c'est la cuve numéro 3, la cuve numéro 4 par exemple. Il met l'échelle, il monte dessus, il plonge dans la cuve. C'est peut-être vrai ici, mais en Bourgogne, par exemple, c'est le producteur qui choisit ce qu'il veut faire analyser. Et puis les contrôles se font sur les cuves, pas sur les bouteilles. Rien ne garantit qu'il s'agira bien du même vin à l'arrivée. Didier Dagneau, toujours lui, a même fait agréer une cuvée fabriquée avec du raisin pourri. Il lui a donné un nom à la hauteur de sa qualité. C'est une cuvée qui s'appelle cuvée quintessence de Mérouston. Et c'était commercialisé comme ça. Et comment ça se fait qu'il est passé cet C'est pas ce vin-là qui a été dégusté, bien sûr. C'est pour prouver en fait qu'il y a un problème dans l'agrément. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas les viticulteurs qui sont devenus complètement fous, c'est que vous leur avez... Ah non, les viticulteurs, ils n'ont pas goûté ça. Mais ça, ils ne l'ont pas goûté dans ma cave, mais il y a plein d'autres cuves qui ne goûtent pas dans les autres caves. Vous êtes un peu payé de leur tête, là, hein, ouais, pour parler gentiment. Moi, j'aime assez ça. Aujourd'hui, l'agrément n'est plus une garantie. Mauvais contrôle, sélection insuffisante, c'est un nivellement par le bas. Pire, les critères de sélection éliminent parfois les meilleurs. C'est la mésaventure de Jacques Iblot, producteur de Montlouis. Cette année, son mousseux n'a pas eu le label, il ne vaut plus rien. C'est 400 000 francs perdus. Le vin devient un vin mousseux de qualité qui vaut 2,50 francs le litre en vrac. Alors que normalement, vous le vendez alors que normalement, on vend la bouteille aux environs de 40 francs. Et pourtant, Jacques Iblot est un producteur bien noté dans les guides. Son mousseux déclassé a même été distingué cette année par une revue spécialisée. Voici certains de ses meilleurs clients, 3 sommeliers de grands restaurants et un caviste. Ils goûtent le vin incriminé pour la première fois et ils ne trouvent rien à redire. C'est bien. On est sur les arômes de pommes vertes et tout là, vraiment. C'est vif, hein, vif, hein. Oui. Très vif. Très très léger. Toujours assez peu dosé en fait. Alors, que lui a-t-on reproché à l'agrément? Tout simplement d'être trop original. Dans la région, la plupart des vignerons font fermenter le vin en cuve. Jacques Iblot avait choisi les fûts en bois.